but do it for my sake. Just need the closure to spare me some heartache. Say it'll be alright. Hola, je suis Joanne Van Haven, lectrice, autrice, éditrice de romance. Mon nouveau roman Réconciliation vient tout juste de paraître. C'est une histoire de coup de foudre entre communautés rivales. Mon héroïne est d'origine indienne, musulmane, de gauche, ancienne militaire. Mon héros est un homme noir, Motswana, chrétien, de droite. Et dans cette histoire de coup de foudre, ça va très vite, mais on va bien ralentir cette affaire-là parce qu'ils sont de communautés différentes, mais ils ont des personnalités très différentes aussi, ils sont vraiment à l'opposé. Donc cette histoire d'amour aura énormément de négociations, énormément de compromis. Il y aura pas mal de perdants, mais souvent des gagnantes. Je pense sincèrement que Sabrina et Enzo sont faits l'un pour l'autre. Je vois pas de meilleur homme pour elle, je ne vois pas de meilleure femme pour lui. Et ensemble, ils sont beaux, ils sont drôles, ils sont taquins. Des gens, on rit énormément, on sourit énormément. Et parce que c'est Joanne Van Haven, on verse une larme, une larme ou deux. C'est bien pour, c'est bon pour nettoyer les yeux, vous voyez, c'est chouette. Donc, c'est vrai, c'est une histoire donc d'amour, d'opposés, de différence, mais c'est surtout une histoire de tolérance, d'acceptation. Et dans cette histoire, on parle aussi de liens familiaux. C'est quelque chose qui est récurrente dans quasiment toutes mes histoires, c'est l'importance de la famille. Et ça peut être une famille, la famille biologique, une famille adoptive, une found family, une famille trouvée. Et dans mon multivers Canary, avec Promesse du bout du monde, Renaissance et enfin Réconciliation, il y a un mix. Dans Promesse du bout du monde, mon héroïne est orpheline, elle est accueillie dans la famille de mon héros, donc c'est une famille adoptive pour elle, c'est une famille d'accueil, une famille adoptive pour elle, et c'est la famille biologique pour lui, et ils sont très présents, ils sont dans le soutien, mais qu'est-ce qui peuvent être un peu intrusifs, un chouïa intrusif. Dans Renaissance, là qui est la meilleure amie de cette héroïne-là, elle est de retour dans son pays natal, donc, mais elle a perdu sa famille au moment de la guerre, au début de la guerre civile, donc elle a son grand frère, et elle se retrouve une famille dans une famille déjà trouvée parce que Queen débarque avec sa found family et peu de temps après ses parents à lui le rejoignent, donc il retrouve sa famille biologique aussi, alors qu'en tant que Marine ça fait longtemps qu'il n'a pas vécu dans le même pays, dans la même ville qu'eux, mais il y a une found family, son groupe d'amis qui est extrêmement soudé à la vie et à la mort, littéralement parce qu'ils sont soit Marines, soit des anciens militaires. Donc, il y a ce côté groupe qui est le réconfort, qui est le soutien, qui est la protection. Et enfin, dans Réconciliation, il y a les deux cas de figure. Donc, tant Enzo comme Sabrina, ils ont leur famille biologique et ils ont toute leur famille sur place. Mais pour Sabrina, il a cette found family qui est la même que Queen parce qu'ils sont meilleurs amis, ils sont amis associés. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et c'est aussi important pour moi de montrer à quel point c'est un soutien, c'est un réconfort, c'est des gens vers qui on peut se tourner s'il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est aussi important pour moi de montrer que parfois ça ne fonctionne pas toujours aussi bien. Et c'est quels sont les choix qu'on a face à cette situation-là. Quand on a des membres de la famille qu'on aime parce que forcément ce sont des membres de la famille, mais qu'on n'apprécie pas forcément, ou alors qu'on ne comprend pas forcément, ou alors qu'on ne respecte pas forcément, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Et je suis très ouverte à ce sujet parce que je viens d'une famille composée, décomposée, recomposée c'est une famille de 10 enfants avec 4 mères différentes. C'est là où se pose le côté décomposé de l'affaire parce que là, les branches de l'arbre généalogique, elles se croisent parfois. C'est pas supposé faire ça dans les arbres généalogiques, mais parfois ça se croise. Les racines sont... Et ça peut poser des complications, des grandes complications au sein même d'une fratrie. Et comme je dis souvent, parce qu'on est 10, statistiquement parlant, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et après, à nous de décider, à nous de voir comment on réagit face à cette situation et qu'est-ce qu'on fait face à cette situation-là. Moi je suis très ouverte, très publique à ce sujet, c'est que je suis convaincue que si quelqu'un, même de notre membre, de notre famille, que de la famille proche, que ce soit un frère, une sœur, une mère, un père, si quelqu'un ne nous fait pas du bien, ce qui est sa seule existence est source de stress, d'anxiété, de contraintes, c'est une source d'angoisse émotionnelle et psychologique, on coupe les liens. Père, mère, frère, sœur, Osef, on coupe les liens. Et je suis très ouverte à ce sujet parce que dans cette fratrie de 10, je ne pars pas avec une de mes sœurs. On est 5 filles et 5 garçons. Je ne pars pas avec une de mes sœurs depuis au moins 15 ans. Et le truc drôle, entre guillemets, c'est que on fait partie du même groupe WhatsApp. On n'a pas eu une conversation depuis 15 ans, on n'a pas eu de communication directe depuis 15 ans, mais ça fait 10 ans qu'on est dans le même groupe WhatsApp. C'est le groupe WhatsApp de la famille, pas de la famille, de la fratrie, qui a été très mouvementé quand mon père est tombé malade, il a été hospitalisé. Donc comme on est un peu éparpillé partout dans le monde, mes 2 grands frères nous tenaient au courant de tout ce qui se passait parce que c'était eux qui allaient avec notre père chez les médecins, qui étaient auprès des médecins, etc. pour avoir des informations, etc. J'ouvre les parenthèses. Grand bien nous a fait qui pose tout le temps les questions aux médecins parce que ça faisait plus d'un mois que mon père était hospitalisé. Quand on a enfin diagnostiqué son cancer du pancréas, et mon père est mort 5 jours plus tard. Il est mort 5 jours après le diagnostic. Je ferme la parenthèse. Et donc, on est toujours dans ce groupe fraternel, sororel. Et pour cette raison-là, c'était le moment où c'était le plus actif, forcément, parce qu'il y avait des choses à partager tous les jours. Il y avait des médecins tous les jours, donc on partageait tous les jours. Mais voilà, donc dans ce groupe, ça fait 10 ans que je suis dans le même groupe WhatsApp que ma sœur. Et ça fait plus de 10 ans, voire 15 ans, que on n'a pas eu de conversation, qu'on n'a pas eu de communication directe. On répond aux questions, mais c'est toujours du genre, il y a l'interlocuteur, si on a une question générale et on répond, mais il n'y a pas d'échange direct. Il y a eu sauf un, c'était l'année dernière où j'ai partagé des photos de mon père pour l'anniversaire de sa mort. Et ma soeur m'a demandé si elle pouvait utiliser cette photo. Moi, j'ai dit, vas-y. Parce que c'est moi qui ai pris les photos, mais c'était notre père. Donc, je dis, non, il n'y a pas de souci, vas-y. C'est le seul échange direct qu'on a eu en plus de 15 ans. Et je me porte très bien. C'est triste. Mais qu'est-ce que c'est bon pour l'état d'esprit? Genre, parce que, non. Si on a un père qui ne nous fait pas du bien émotionnellement, psychologiquement, on coupe. Si c'est une mère, on coupe. Si c'est une sœur, on coupe. Si c'est un frère, on coupe. Je n'ai aucun tabou à ce sujet. Ce n'est pas parce qu'on partage le même sang, ce n'est pas parce qu'on a le même père, ce n'est pas parce qu'on partage le même ADN
que ça va changer quoi que ce soit. On est des individus, le respect doit être mutuel. Ce n'est pas parce que une personne est l'aînée et l'autre la benjamine qu'il va y avoir une hiérarchie dans le respect. Donc on n'a pas besoin, il n'y a pas cette histoire de on ne respecte que ce qui est dans la hiérarchie, du genre non, ça va dans les deux sens. Ce n'est plus horizontal cette affaire-là, c'est vertical cette affaire-là, c'est horizontal. Donc comme je suis très ouverte à ce sujet-là et comme je suis convaincue que quand il faut couper, on coupe, peu importe quel est le lien familial, peu importe si c'est la famille la famille proche, forcément c'est quelque chose qui transparaît dans mes livres. De la même façon qu'on a des bonnes personnes dans la famille, on a des mauvaises personnes dans la famille, et ce n'est pas uniquement quand il s'agit d'agression physique, sexuelle au sein de la famille. Ce n'est pas que ça. Parfois, la santé émotionnelle, c'est pas parfois, la santé émotionnelle compte tout autant que tout ce qui est dignité physique, etc. Donc, si ça vous provoque du stress, de l'anxiété, si vous dormez mal, si ça vous fait faire des cauchemars, ou si ça vous fait palpiter, si ça vous, pardon, ça fait votre cœur palpiter, coupez les gens. Coupez. Ce n'est pas, ça ne vaut pas le coup de souffrir tout ça et toujours devoir encaisser parce que cette personne fait partie de la famille. Niet. Pas du tout. Non. Moi, alors qu'il n'aime pas le conflit, chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort de mon contrôle et que c'est un genre de conflit et même pas besoin de dispute ou de cri, je sais pas quoi, juste quelque chose de contrariant, j'ai mon cœur qui palpite, mais si fort que j'ai même l'impression que je peux le voir, quoi. Et ça monte, ça chauffe mon esprit. Littéralement, genre j'ai l'impression que mon crâne se compresse. Donc physiquement, je ressens toute anxiété, tout conflit, et ce n'est que émotionnel. Je sens physiquement mes émotions. Donc non, je ne vais pas subir parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur, parce que c'est mon père, parce que c'est ma mère. Si j'ai besoin de mettre de la distance, je mets de la distance. Aussi simple que ça. Et dans réconciliation, le problème, le conflit principal vient de l'identité, de la personnalité, des valeurs du père d'Enzo. Parce que dès le départ, Enzo dit à Sabrina, dès les premières pages, on sait, genre c'est vraiment c'est vraiment première page, la lectrice sait que le père si Enzo est conservateur, et encore c'est un conservateur gentil, si Enzo est un conservateur, son père est ultra conservateur. Et quand on parle d'ultra conservateur, on parle de quelqu'un qui a les idées à la droite, voire de l'extrême droite. C'est quelqu'un qui est très fermé, qui est très pour sa communauté, et qui tout ce qui sort de sa communauté, ce n'est pas bien. Du genre, voilà, c'est pas terrible. Donc, mon héros va tomber amoureux d'une femme qui est tout le contraire de ce que veut son père pour lui. Du genre, comme il le dit franchement, dans la liste des critères pour Bru de son père, Sabrina ne coche aucune case. Aucune. C'est la femme parfaite pour Enzo. C'est la femme de sa vie. Mais elle ne coche aucune case de la Bru parfaite pour son père. Et c'est un problème, tout le long du roman. Du genre, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, et surtout Enzo qui est là, mais comment je résous cette affaire-là? Parce qu'il a encore ce côté, c'est mon père. On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes valeurs, on ne pense pas de la même façon, on n'agit pas de la même façon, on ne vit pas de la même façon. Mais c'est mon père. Cousin, poète. Comme ça, poète.
La romance est un genre qui se définit par son histoire d'amour centrale et par la fin heureuse. Ça veut dire que peu importe ce que vous faites subir à vos personnages à la fin, ils sont ensemble, heureux, amoureux et vivants. La seule raison de les mettre morts à la fin, c'est s'ils sont dans un, si vous écrivez une romance paranormale, et ils se retrouvent et ils doivent mourir pour se retrouver dans l'au-delà, et ils vont être heureux à tout jamais pour toute l'éternité. Ça, c'est la seule exception que moi je vois pour tuer les gens dans une romance. Mais donc, il y a cette fin heureuse qui est obligatoire pour les gens qui sont amoureux. Que ce soit un couple, un trouble, qu'il soit 3, 15, 20, peu importe le nombre de personnes dans la relation polyamoureuse, ils doivent être ensemble, heureux, amoureux et vivants. Cependant, la fin heureuse ne concerne que les protagonistes. Ce n'est que les deux amoureux, ou les 3, ou les 15, ou les 100, qui doivent avoir leur fin heureuse. Tous les autres, Osef, on s'en fiche. Le monde peut être en train de tomber en lambeaux, ça peut être l'hécatombe, ça peut être l'apocalypse, ça peut être la fin du monde. Du genre, il peut y avoir une pluie de météorites, du genre, il peut y avoir une collision entre planètes, on s'en fiche. Les personnages sont ensemble, ils sont heureux et amoureux, et vivants. C'est une romance. Voilà. C'est notre seule priorité. On a nos priorités, c'est la seule. Tout le reste, ça peut tomber en miettes, la guerre peut éclater, la terre peut exploser, vous faites ce que vous voulez. Le côté heureux ne concerne que les protagonistes. Pour cette raison, s'il faut couper des liens, couper des gens, oui. S'il faut couper des liens, coupez. S'il faut bannir des membres de la famille, bannissez. S'il faut s'éloigner de membres de la famille qu'on aime beaucoup parce que c'est notre famille, faites-le. Mais faites-le. Je parle beaucoup de mon père, je partage beaucoup d'anecdotes avec mon père, des leçons que j'ai apprises avec lui parce que mon père était quelqu'un de très philosophe même s'il ne s'en rendait pas forcément compte. Mais mon père était quelqu'un d'extrêmement spécial, et si aujourd'hui j'arrive à en rire, surtout quand on parle dans ma famille, dans ma fratrie, quand on parle des particularités de notre père, on rit, on en rigole, mais ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui encore, il y a des choses que je ne pardonne pas à mon père, et tout un lien émotionnel. Et avant qu'il tombe malade, avant qu'il soit hospitalisé, je m'étais éloignée de mon père. La seule chose qui m'a fait me rapprocher de mon père à la fin de sa vie, c'était la fin de sa vie. Parce que j'avais décidé que ses réflexions ne me faisaient pas du bien. Et le truc, c'est que mon père n'était pas quelqu'un de méchant. Il n'était pas méchant. C'est juste quelqu'un dont la bouche n'obéissait pas. Du genre, il disait les choses comme ça lui venait. Il adorait être le centre de l'attention. Il adorait raconter des blagues. Il adorait raconter des histoires. Il adorait faire rire. Il adorait être populaire. Et il était populaire en faisant rire les gens. Mais parfois, son humour était au détriment des personnes qui lui étaient les plus proches. Et à un moment, j'ai dit stop, je m'éloigne. Ce n'est pas drôle pour moi, ce n'est pas sain, je ne suis pas à un moment de ma vie où je suis suffisamment sûre de moi-même pour accepter certaines choses. Je ne suis pas à un moment de ma vie où ce qui me dit ne m'affecte pas. Normalement, les choses qu'on me dit ne m'affectent pas. Mais j'étais vraiment à un moment sombre de ma vie, donc je n'en avais pas besoin, donc je me suis éloignée. Je me suis rapprochée de mon père quand mon père a été hospitalisé. Et à ce moment-là, et en voyant comment ça allait, je me suis dit,
on met tout à plat, du genre, on n'en parle plus, etc. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié. Ça ne veut pas dire que j'ai tout pardonné. Parce que même si moi, aujourd'hui, ça va, la petite Joanne que j'étais souffre encore. Et mon père n'était pas méchant. Mon père était super généreux. Mon père était super drôle. Mais parfois, ce côté super drôle blessait. Et il n'y avait pas de filtre dans ce genre de blessure. Donc, non. Je n'ai pas coupé. Je me suis éloignée. Je le retrouvais pour son anniversaire. Je le revoyais pour son anniversaire. On allait faire coucou à Noël, etc. Parce que il y a ce côté, c'est mon père. Mais si ça m'affectait, je reculais. Ça, c'était pour mon père parce que c'était quelqu'un de... Il était gentil. Il n'était pas méchant. Alors que pour d'autres membres de ma famille, je ne pense pas qu'ils soient gentils. Ils sont borderline psychopathes, donc on va éviter. Donc, à vous de voir quelle est la limite. Du genre, oui, vous aimez cette personne, elle fait partie de c'est votre famille la plus proche. Mais est-ce que ça vaut le coup? Ma tante, la mère, une des sœurs de mon père, bien des années avant que mon père tombe malade, elle disait, mais non, faites attention, vous allez regretter de ne pas parler avec votre père pour X, Y raison, etc. Parce que c'est votre père, etc., etc. Et ça faisait sens, on comprenait parce elle aussi, elle a eu des complications avec leur propre père. Et elle a toujours été avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Mais au moment de la mort de mon père, j'étais en train de parler avec ma sœur. Pas l'autre sœur, ma sœur. Et je lui ai demandé, est-ce que tu regrettes de t'être éloignée? Genre, est-ce que maintenant qu'il est mort, qu'il est parti, est-ce qu'on regrette les choix qu'on a fait? Et ma sœur a fait, non. Et moi non plus. J'ai fait ce dont j'avais besoin au moment où j'avais besoin de le faire. Ce n'était pas vindicatif, ce n'était pas pour avoir la manche, juste pour gagner une dispute. C'était juste pour mon propre bien-être. Et pour mon bien-être, je ne regrette absolument, je ne regrette pas ma décision. Alors, dans certains de mes romans, il peut y avoir un pardon. Il peut y avoir le pardon dans la famille. Comme il peut avoir, on va rompre on arrête tout et on coupe vraiment les ponts avec la famille, que ce soit une mère, que ce soit un père, une frère ou une sœur, peu importe. Parfois, c'est ça la fin heureuse. Parfois, couper les ponts, c'est la fin heureuse. Parfois, c'est la nécessité. On ne peut pas juste subir parce que c'est notre sang. Le partage d'ADN est une sélection totalement aléatoire. On n'a rien fait pour. C'est totalement random. Des cellules se sont multipliées. Des allèles se sont jointes. Ça a fait des bébés. On n'a pas choisi. Ce n'était pas volontaire de notre part. On n'a pas choisi notre famille. On n'a pas choisi notre code ADN, notre code génétique. On n'a rien choisi de tout ça. On peut aimer notre famille, on peut être très bien dans notre famille, mais parfois on ne l'est pas. Dans ma fratrie de 10, j'ai 3 de mes frères et sœurs qui me sont les plus proches, ce sont mes meilleurs amis. Mon grand frère, ma sœur, mon petit frère. Ma sœur qui est le plus proche en âge, mon petit frère. Ces 3-là, on a un autre groupe encore. On se parle tous les jours. On se moque tous les jours. Et on fait en sorte de se voir dès qu'on peut. Parce qu'on est partout éparpillés dans le monde.
on n'est jamais au même endroit, genre on n'arrive jamais à être les quatre au même endroit, c'est très compliqué. Mais ces trois êtres-là, au-delà du sang, au-delà de l'ADN, ils sont des amis. Ils sont mes meilleurs amis. Donc on dit beaucoup, ah parce que c'est plus qu'un ami, c'est une sœur. Oh, non, c'est l'inverse. Parce que les sœurs et les frères, on ne les choisit pas. On les subit, on est avec eux. Alors que les amis, on les choisit. Parce que du genre, il y a les atomes crochus, etc. Mais si ça ne fonctionne pas, on coupe les liens, on disparaît, on prend ses distances et on n'en reparle plus. Du genre, on ne fait pas partie de la même famille, il n'y a aucune obligation. Bon, même dans la famille, il n'y a pas d'obligation. Mais quand il n'y a pas de lien familial, de sang, etc., il n'y a pas... On n'est pas obligé, il n'y a rien qui nous retient exactement. Parce que même si je ne parle pas avec ma sœur, avec mon autre sœur, on fait toujours partie de la même famille, on fait toujours partie du même groupe WhatsApp. Alors que si c'est une amie, quelqu'un qui n'appartient pas à la famille, au moment où elle disparaît, elle disparaît. Mon grand frère, mon petit frère, ma sœur, celle qui est plus proche en âge, font partie de moi. Ils font partie de mon cœur. Si jamais je m'éloigne de l'un d'eux, ça, ce serait un échec. Ça, ce serait vraiment une tragédie. Vraiment. Pour tout le reste. Et je suis très ouverte à ce sujet parce que la vie est courte, les gens. Si ça ne fonctionne pas, on coupe. Ça ne vaut pas la peine de souffrir à cause d'un individu. Ça n'en vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine d'aller se coucher angoissé, stressé, en peine émotionnelle, en peine intellectuelle. Ça ne vaut pas la peine. Donc, dans toutes mes histoires, il y a souvent, probablement, des histoires de famille. Et de temps en temps, il y a des histoires de famille qui leur font poser des questions. Est-ce qu'on subit? Est-ce qu'on accepte de subir? Ou est-ce qu'on continue? Je ne juge personne qui ne fait pas la même chose que moi. Je ne juge personne qui continue à essayer de protéger une relation parce qu'elle est familiale. Mais j'encourage vivement à mettre son bien-être émotionnel et psychologique en premier. Parce que vous voyez dans l'avion, quand il y a une chute de pression, on vous dit toujours, mettez-vous le masque d'abord et après, aidez les personnes qui sont autour de vous, même les enfants. Vous d'abord, les autres ensuite. Donc, protégez vos émotions, protégez votre santé émotionnelle, protégez votre santé psychologique. Mettez-vous à l'abri. Tout le reste est optionnel. Donc, dans Réconciliation, où mon héros tombe amoureux d'une femme qui ne correspond pas du tout à la bru idéale par son père, comment il va s'en sortir? Je vous laisse découvrir. C'est disponible en papier et en numérique, partout, partout, partout.